Bernard Castel avait une règle, une seule, mais elle résumait tout. Dans la vie, les sentiments coûtent cher. Les contrats, eux, sont gratuits. Il l'avait appliquée partout, dans ses affaires, dans ses négociations, dans ses amitiés, les rares qu'il entretenait, et dans sa famille. Surtout dans sa famille. Il avait passé 40 ans à construire, à calculer, à optimiser. Il avait fait des choix que beaucoup n'auraient pas eu le courage de faire. Il avait sacrifié des relations, des week-ends, des fêtes de Noël, des anniversaires de ses enfants, tout ça sur l'autel de la réussite. Et il avait réussi, vraiment. Un patrimoine solide, une réputation dans sa région, un nom que les gens respectaient. Il était convaincu d'une chose, il maîtrisait tout, il avait tout prévu. Il n'avait prévu qu'une seule chose, ses enfants. Parce que les enfants d'un homme froid ne grandissent pas toujours comme il l'avait planifié. Ils grandissent dans le vide que leur père a laissé. Et ce vide, le jour de la succession, ils le remplissent, avec de la colère, des avocats et des revendications qu'il n'avait pas inscrites dans ses tableaux Excel. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Bernard jusqu'à la fin, avec ses triomphes, ses angles morts et la trahison qu'il n'a pas vu venir, parce qu'il ne regardait jamais dans cette direction-là. Et ensuite, je vais vous expliquer exactement ce qu'il aurait dû faire pour que tout ce qu'il avait construit ne parte pas en morceaux. Restez jusqu'au bout. Cette histoire vous concerne peut-être plus que vous ne le pensez. Chapitre 1. La fabrique d'un homme de contrôle. Bernard Castel naît en 1948 dans une famille de petits agriculteurs de la Creuse, 5e enfant d'une fratrie de 6. La maison est petite, l'argent rare, l'ambiance austère. Son père ne dit pas qu'il aime ses enfants, il travaille pour eux et ça doit suffire. Sa mère est épuisée en permanence, tendre quand elle peut, absente quand elle ne peut plus. Ce que Bernard retient de son enfance, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'impuissance. L'impuissance de ceux qui subissent, qui attendent que la pluie s'arrête, que les prix remontent, que la chance tourne. Il décide très tôt, peut-être à 12 ans, peut-être à 14, il ne saurait pas dire, qu'il ne subira jamais, qu'il ne sera jamais à la merci de quoi que ce soit, ni de personne. Cette décision forge un caractère. Elle forge aussi une armure. Il obtient un BTS comptabilité à Guéret, puis part à Clermont-Ferrand pour travailler dans un cabinet d'expertise comptable. Il est méthodique, précis, incapable de tolérer l'approximation. À 30 ans, il monte sa propre structure de conseil aux entreprises, pas par passion, par calcul. Il a identifié un marché, une opportunité, un angle. Il s'y engouffre. L'entreprise grandit, pas parce que Bernard est charismatique, il ne l'est pas et il le sait, mais parce qu'il est fiable, parce que ses clients savent que ses chiffres sont justes, que ses conseils sont solides, que sa parole vaut engagement. Dans un monde de comptables et de conseils financiers, la fiabilité est une denrée rare. Bernard la monnaie. À 40 ans, il a une petite équipe, une clientèle fidèle et un patrimoine qui commence à prendre forme. Un appartement locatif à Clermont, un deuxième quelques années plus tard, une maison familiale achetée à Vichy. Il réinvestit systématiquement, jamais par plaisir, toujours par stratégie. Il épouse Christine en 1975. Elle est institutrice, douce, patiente, curieuse de tout. Les amis du couple ont toujours été un peu surpris par ce mariage. Christine rayonne, Bernard calcule. Mais Christine a vu en lui quelque chose que les autres ne voient pas. Une loyauté absolue, une sécurité totale. Elle sait qu'il ne la trompera jamais, ne la décevra jamais sur les promesses matérielles. Ce qu'elle m'a pas mesuré, c'est le prix de cette sécurité. Ils ont 2 enfants. Nicolas, né en 1977, et Isabelle, née en 1981. Chapitre 2. Le père qu'il a été. Bernard n'est pas un mauvais père, il faut le dire clairement parce que c'est important pour la suite. Il pourvoit à tout. Les études des enfants sont financées sans discussion, les voyages scolaires, les instruments de musique, les cours particuliers, tout ce qui peut donner un avantage à ses enfants, il le paie sans compter. Il pense que c'est ça, être un bon père, sécuriser l'avenir. Ce qu'il ne fait pas, c'est être là. Pas physiquement, il rentre le soir, mais mentalement, émotionnellement, il est toujours ailleurs. À la table du dîner, il lit les journaux professionnels. Le week-end, il travaille sur des dossiers. Les rares fois où Nicolas ou Isabelle essaient de lui parler d'une inquiétude, d'un ami, d'un chagrin d'école, il écoute 30 secondes et propose une solution. Il ne comprend pas que parfois, les enfants ne cherchent pas une solution. Ils cherchent un père.
Nicolas grandit dans le respect distant de cet homme imposant. Il fait des études de droit par conformité plus que par votation. Bernard lui a fait comprendre, sans jamais l'exprimer clairement, qu'un avocat dans la famille serait utile. Nicolas devient notaire à Lyon. Il est compétent, sérieux, légèrement écrasé par l'ombre paternelle. Isabelle, elle, prend le chemin opposé. Dès l'adolescence, elle résiste. Là où Bernard veut de l'ordre, elle crée du chaos. Elle abandonne 2 filières universitaires, part 6 mois en Espagne, revient avec un petit ami que Bernard ne supporte pas, repart. Elle finit par s'installer à Bordeaux, où elle ouvre un atelier de poterie qui tient à peine financièrement. Pour Bernard, c'est un échec personnel. Il ne le dit jamais explicitement. Il n'en a pas besoin. Christine, entre ces 2 dynamiques, fait ce qu'elle a toujours fait. Elle amortit, elle traduit, elle explique Bernard à ses enfants et ses enfants à Bernard. Elle est l'interface émotionnelle d'une famille qui n'en aurait pas sans elle. En 2010, Christine tombe malade. Une maladie chronique, pas mortelle, mais invalidante. Elle réduit son activité, puis arrête de travailler. Et quelque chose change dans l'équilibre de la maison. Chapitre 3. Le plan. Bernard a 62 ans en 2010. Il est encore en pleine activité, mais il commence à réfléchir à la sortie. C'est un stratège. Il a toujours pensé à la sortie avant même d'avoir commencé. Il prend rendez-vous chez son notaire, pas le sien personnel, qui est un vieil ami de Christine qu'il trouve trop sentimental, mais un notaire d'affaires qu'il a trouvé via un de ses clients. Il lui expose sa situation avec la précision d'un bilan comptable. Les biens, les valeurs, les charges, les projections. Il veut optimiser, minimiser les droits de succession, maximiser ce qui passera à ses héritiers. Le notaire fait son travail. Il propose plusieurs outils. Bernard écoute, choisit, tranche. Pas de sentiment, que de la technique. Voici ce qu'il décide. Il va créer une SCI, une société civile immobilière, pour regrouper ses biens locatifs. Il va commencer à transmettre des parts de cette SCI à ses enfants progressivement en profitant des abattements fiscaux. Il va rédiger un testament précis attribuant la maison de Vichy à Christine en usufruit sa vie durant et la nue propriété aux enfants à parts égales. Et il va souscrire une assurance vie conséquente dont Christine sera bénéficiaire principale. Sur le papier, c'est un plan solide, techniquement bien construit, fiscalement intelligent. Il y a un seul problème. Bernard a construit ce plan seul, dans son bureau, avec son notaire d'affaires, sans jamais en parler à Christine, sans jamais en parler à Nicolas ou à Isabelle. Il a pensé pour eux, mais pas avec eux. Et ça, dans la transmission de patrimoine, c'est une erreur que les chiffres ne voient pas venir. Chapitre 4. Ce que Nicolas savait. Nicolas est notaire. Il est discret, loyal, respectueux de son père. Peut-être trop. Mais les notaires voient des choses. Dans leur travail quotidien, ils voient défiler les successions mal préparées, les familles qui s'effondrent, les guerres fratricides pour des appartements et des livrets d'épargne. Nicolas connaît la musique. Ce qu'il voit chez son père le préoccupe. Pas la stratégie patrimoniale en elle-même, elle est correcte. Ce qui le préoccupe, c'est l'absence d'Isabelle dans le tableau. Bernard a créé la SCI et commence à donner des parts à ses enfants. Mais les parts données à Nicolas et à Isabelle ne sont pas équivalentes dans l'esprit. Bernard, sans le dire, oriente plus de responsabilités vers Nicolas, parce qu'il comprend. Les parts d'Isabelle sont données mécaniquement, sans explication, sans conversation. Un courrier de son père via le notaire d'affaires, un document à signer. Voilà. Isabelle signe, parce qu'elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle signe, parce que les documents juridiques l'ont toujours intimidée, et parce qu'au fond, elle ne s'attend pas à ce que son père lui explique quoi que ce soit. Nicolas voit ça. Il appelle son père et lui dit doucement que peut-être une conversation avec Isabelle serait utile. Bernard répond « Elle a un notaire si elle a des questions. Ce n'est pas à moi de lui faire un cours. » Nicolas ne rappelle pas. Ce silence-là, ce petit silence d'un fils qui renonce à insister, va coûter très cher plus tard. Chapitre 5. Christine. Christine décède en mars 2019. Elle avait 67 ans. La maladie chronique avait fini par avoir raison d'un cœur qui s'était usé à amortir les angles tranchants de sa vie. Bernard a 71 ans. Il est seul pour la première fois de sa vie d'adulte. Et contrairement à ce que tout le monde autour de lui aurait pu prédire, car Bernard est un roc, Bernard ne plie pas, il s'effondre. Silencieusement, invisiblement, mais profondément.
Il continue de se lever à 7 heures, il continue de lire ses journaux, il continue de gérer ses dossiers. Mais quelque chose dans ses yeux a changé. Quelque chose s'est éteint que personne dans son entourage ne sait nommer, parce que personne n'était assez proche pour avoir un mot pour ça. Nicolas passe le voir régulièrement. Isabelle vient pour les obsèques, reste une semaine, repart à Bordeaux avec une tristesse réelle et un soulagement coupable. Elle n'a jamais su comment être avec son père, et la mort de leur médiatrice rend les silences encore plus lourds. C'est dans ce contexte de deuil, 6 mois après la mort de Christine, que Bernard fait la chose la plus irrationnelle de sa vie calculatrice. Il rencontre Corinne. Corinne a 54 ans, elle est divorcée, sans enfant, ancienne assistante de direction reconvertie dans la décoration d'intérieur. Elle est introduite par un ami commun lors d'un dîner. Elle est attentionnée, organisée, efficace, des qualités que Bernard reconnaît et apprécie. Elle ne cherche pas à le séduire par les émotions, elle entre dans sa vie comme une solution à un problème. Ce langage-là, Bernard le comprend. En 8 mois, elle s'installe à Vichy. Chapitre 6. La trahison et l'effondrement. Nicolas est le premier à tirer la sonnette d'alarme. Pas sur Corinne en tant que personne, il ne la connaît pas assez pour la juger, mais sur ce qu'il observe professionnellement. Son père, depuis l'arrivée de Corinne, parle de revoir son testament, de simplifier les choses, d'être moins compliqué. En juin 2021, Bernard convoque Nicolas dans son bureau, pas chez lui, dans son bureau professionnel, comme pour une réunion d'affaires, et lui annonce qu'il a l'intention de se remarier avec Corinne, et qu'il envisage de modifier ses dispositions testamentaires pour lui assurer une sécurité convenable. Nicolas pose des questions précises, professionnelles. Quel régime matrimonial? Quelle modification du testament? Quel montant de l'assurance vie? Bernard répond en termes vagues, ce qui n'est pas dans ses habitudes et qui inquiète Nicolas plus que tout. Isabelle, quand Nicolas l'appelle pour lui dire, réagit comme elle réagit à tout ce qui concerne son père, avec une colère froide et une distance calculée. Il fait ce qu'il veut, il a toujours fait ce qu'il voulait. Le mariage a lieu en septembre 2021, un mariage civil, discret. Ni Nicolas ni Isabelle n'y assistent. Ils n'ont pas été invités dans les faits, juste informés après coup. Bernard décède brutalement en janvier 2023, une crise cardiaque. Il a 74 ans. Il n'avait pas modifié son testament, mais il avait changé de régime matrimonial lors du remariage, choisissant la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale aux survivants. Ce régime signifie qu'au décès du premier époux, l'intégralité du patrimoine commun revient aux survivants, sans qu'il y ait de succession ouverte sur cette partie. Ce que Bernard n'avait pas réalisé, ou ce que personne ne lui avait expliqué clairement, c'est que ce régime, combiné à son remariage rapide, exposait ses enfants à une situation catastrophique. Corinne hérite de l'essentiel. Nicolas et Isabelle se retrouvent avec des parts de SCI dont la gestion est maintenant en partie entre les mains de leur belle-mère qu'ils ne connaissent pas. La procédure judiciaire commence 3 mois après l'enterrement. Et Bernard Castel, l'homme qui avait passé 40 ans à tout contrôler, n'est plus là pour voir que son dernier acte a produit exactement ce qu'il avait passé sa vie à éviter, le chaos. Avant qu'on entre dans la partie experte, je veux vous dire quelque chose directement. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et qu'une partie de l'histoire de Bernard vous a rappelé quelqu'un, peut-être vous-même, peut-être un proche, alors cette prochaine partie est faite pour vous. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, parce que je publie régulièrement des vidéos sur ces sujets et la prochaine pourrait être exactement celle dont vous avez besoin. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation familiale et patrimoniale complexe, partagez-lui cette vidéo. Pas pour lui faire peur, pour lui donner les clés. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire aujourd'hui. Partie 2. Les leçons d'experts. Leçon 1. Le régime matrimonial du remariage, le piège le plus sous-estimé. L'erreur qui a tout précipité dans le cas de Bernard, c'est le choix du régime matrimonial lors de son remariage. Et c'est une erreur que des milliers de personnes commettent chaque année en France, souvent par méconnaissance, parfois par excès de confiance. Lorsqu'on se remarie, surtout après un certain âge, avec un patrimoine déjà constitué et des enfants d'une première union, le choix du régime matrimonial n'est pas une formalité. C'est l'une des décisions les plus lourdes de conséquences que vous puissiez prendre. Bernard a choisi la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale aux survivants. Dans certaines situations, c'est un outil pertinent,
notamment quand les deux époux ont des patrimoines équivalents, pas d'enfants d'une première union et une confiance réciproque établie sur des années. Mais dans la situation de Bernard, remariage rapide, enfant adulte d'une première union, patrimoine essentiellement constitué avant le mariage, c'est potentiellement désastreux. Pourquoi ? Parce que ce régime fait passer l'intégralité des biens aux survivants au détriment des enfants du premier lit. Ces derniers n'héritent de rien à ce stade. Ils devront attendre le décès du beau-parent pour récupérer leur part. Et entre-temps, le beau-parent peut vendre, donner, réorganiser. Les enfants n'ont aucun regard à donner. Ce que Bernard aurait dû faire, c'est choisir la séparation de biens pour ce second mariage. Ce régime cristallise clairement ce qui appartient à chacun. Le patrimoine de Bernard reste le sien, géré par lui de son vivant, transmis à ses héritiers à son décès selon ses volontés. Corinne conserve ses propres biens, chacun reste maître de ce qu'il a construit et les enfants de Bernard sont protégés. Règle absolue. Avant tout remariage, consultez un notaire spécialisé en droit de la famille qui connaît l'intégralité de votre situation patrimoniale et familiale. Le régime matrimonial ne se choisit pas en 20 minutes. Il se choisit après analyse, après simulation, après avoir imaginé tous les scénarios, y compris le pire. Leçon 2. La SCI familiale, un bon outil mal gouverné. Bernard avait eu la bonne intuition en créant une SCI pour regrouper ses biens immobiliers. C'est un outil solide, reconnu, efficace, à condition d'être bien utilisé. La société civile immobilière permet de détenir des biens immobiliers via une structure sociétaire plutôt qu'en direct. Les avantages sont nombreux. La transmission se fait par cession de parts sociales plutôt que par mutation immobilière directe, ce qui peut être fiscalement plus avantageux. La gestion peut être centralisée entre les mains du gérant, ce qui évite les blocages d'indivision. Et les statuts peuvent prévoir des règles précises sur qui décide quoi et dans quelles conditions. Mais Bernard a fait 2 erreurs dans sa gestion de la SCI. La première, il n'a jamais expliqué à Isabelle ce que les parts qu'il lui donnait représentaient réellement. Isabelle signait des documents sans comprendre ses droits, ses obligations, la valeur réelle de ce qu'elle recevait. Un associé qui ne comprend pas sa position dans une SCI est un associé qui contestera le jour où quelque chose se passe mal, et la justice lui donnera souvent raison parce que le devoir d'information entre associés existe. La deuxième erreur, il n'a pas mis à jour les statuts de la SCI lors de son remariage. Quand Corinne est entrée dans sa vie, et potentiellement dans sa succession, les statuts de la SCI ne prévoyaient rien pour cette situation. Aucune clause d'agrément renforcée pour les nouveaux entrants, aucune disposition sur ce qui se passe si le gérant décède et que son conjoint survivant hérite de parts. Les statuts d'une SCI doivent être révisés à chaque événement de vie majeur, remariage, naissance d'un enfant, décès d'un associé, cession de parts. Ce ne sont pas des documents qu'on rédige une fois et qu'on oublie, ce sont des documents vivants qui doivent refléter la réalité familiale et patrimoniale du moment. Leçon 3. Le testament. Ne jamais laisser une version obsolète. Bernard avait rédigé un testament, et puis il s'était remarié et il avait envisagé de le modifier sans jamais le faire formellement avant sa mort. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses que je rencontre. En France, le mariage annule automatiquement les dispositions testamentaires antérieures, sauf si le testateur a expressément indiqué que son testament devait rester valide malgré un mariage ultérieur. C'est une règle que peu de gens connaissent. Résultat, le testament soigneusement rédigé par Bernard avant son remariage avec Corinne était, au moment de sa mort, caduc sur plusieurs de ses dispositions. Ce que Bernard aurait dû faire dès la décision de se remarier, prendre rendez-vous avec son notaire pour rédiger un nouveau testament complet tenant compte de sa nouvelle situation matrimoniale, de ses souhaits précis pour Nicolas, pour Isabelle et pour Corinne. Un testament bien rédigé après un remariage peut faire beaucoup. Il peut attribuer des biens précis à chaque enfant, en dehors de ce qui revient légalement à Corinne. Il peut limiter la part de Corinne à ce que la loi lui accorde sans aller au-delà. Il peut créer des legs particuliers, un bien immobilier, des objets chargés de mémoire familiale, pour s'assurer que certaines choses ne quittent pas la famille. Et il peut surtout prévenir les conflits en exprimant clairement, noir sur blanc, les volontés du défunt. Un testament clair ne supprime pas les émotions du deuil, mais il supprime les zones grises dans lesquelles les conflits s'engouffrent. La règle, votre testament doit être révisé à chaque changement majeur de situation. Remariage, naissance, décès d'un proche, acquisition d'un bien important. Considérez-le comme un document vivant,
pas comme un acte définitif signé une fois pour toutes. Leçon 4. Protéger les enfants d'un premier lit. Les outils qui existent. C'est le sujet le plus délicat des familles recomposées, et c'est pourtant celui pour lequel il existe le plus d'outils. Quand on se remarie avec des enfants d'une première union, la question centrale est la suivante. Comment protéger son nouveau conjoint sans déposséder ses enfants? Et comment garantir aux enfants qu'ils récupéreront leur part, même si le beau-parent leur survit? Il existe plusieurs mécanismes pour y répondre. Le premier est la donation-partage transgénérationnelle. Elle permet de transmettre des biens directement à ses enfants, voire à ses petits-enfants de son vivant, en fixant les valeurs au moment de la donation, en conservant l'usufruit si nécessaire. Dans le cas de Bernard, une donation-partage à Nicolas et Isabelle réalisée avant le remariage, ou même juste après avec les bons montants, aurait cristallisé leurs droits de façon irrévocable, quelle que soit l'évolution de la situation matrimoniale. Le second outil est la fiducie-sûreté, ou dans des situations plus simples, un pacte adjoint à la SCI qui prévoit explicitement les conditions dans lesquelles les parts peuvent ou ne peuvent pas être transmises à un conjoint survivant. C'est une clause de rachat forcé. Si le gérant décède, les autres associés ont le droit de racheter les parts aux héritiers à un prix déterminé à l'avance. Les enfants restent maîtres du capital immobilier, le conjoint survivant reçoit la valeur en numéraire. Troisième outil, l'assurance vie ciblée. Bernard pouvait tout à fait souscrire un contrat d'assurance vie en désignant Corinne comme bénéficiaire pour lui assurer une sécurité financière à son décès. C'est même élégant. Corinne est protégée via ce contrat et les biens immobiliers et la SCI restent dans la ligne directe des enfants. Chacun reçoit ce qui lui est destiné sans que les deux objectifs n'entrent en collision. La clé de tout ça, définir clairement ce que vous voulez protéger pour qui, dans quel ordre de priorité et avec quels outils. Ce n'est pas un exercice que vous faites seul, c'est une réflexion à construire avec un notaire spécialisé, idéalement en présence de vos enfants, ou au moins après les avoir informés de vos intentions. Leçon 5. Informer ses héritiers. L'erreur que Bernard a répétée toute sa vie. Bernard a fait quelque chose que les gens comme lui font très souvent. Il a décidé à la place de ses enfants ce qu'ils avaient besoin de savoir. Il leur a donné des parts de SCI sans leur expliquer ce que c'était. Il a rédigé un testament sans leur en parler. Il a choisi un régime matrimonial pour son remariage sans leur demander leur avis, ni même les en informer en amont. Il a tout géré, seul, comme toujours. Ce comportement, dans le domaine de la transmission patrimoniale, n'est pas de la discrétion, c'est de la négligence. Parce que quand vous informez vos héritiers de vos intentions de votre vivant, plusieurs choses précieuses se produisent. D'abord, ils comprennent, ils savent ce qui les attend, ce qu'ils recevront, dans quel cadre. Cette compréhension réduit radicalement les contestations après le décès parce qu'on ne conteste pas ce qu'on a compris et accepté. Ensuite, ils peuvent vous faire part de leurs besoins réels. Nicolas n'avait peut-être pas besoin d'un appartement locatif, il avait peut-être besoin d'autre chose. Isabelle n'avait peut-être pas besoin de parts de SCI qu'elle ne comprend pas, elle avait peut-être besoin d'une aide pour développer son atelier, d'une avance sur héritage structuré, d'une donation ciblée. Mais Bernard ne le savait pas, parce qu'il n'a jamais demandé. La réunion patrimoniale familiale, c'est un terme que j'utilise, mais vous pouvez l'appeler simplement la conversation, c'est le moment où vous réunissez vos héritiers, idéalement avec votre notaire comme tiers neutre, et où vous expliquez ce que vous avez prévu, pourquoi et comment ça fonctionnera. Ce n'est pas un moment de négociation, c'est votre patrimoine, vos décisions, mais c'est un moment de transmission du sens, de l'intention, du message que vous voulez envoyer à ceux que vous laissez derrière vous. Bernard n'a jamais eu cette conversation. Pas parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'il ne savait pas qu'il en avait besoin, parce que personne ne lui avait dit que transmettre un patrimoine, ce n'est pas seulement transmettre des biens, c'est transmettre une histoire. Leçon 6. Le mandat de protection future, même pour les hommes forts. Bernard était persuadé qu'il contrôlerait sa vie jusqu'à la fin. Cette conviction l'a empêché de faire une chose fondamentale. Personne ne contrôle la fin. Pas Bernard, pas vous, pas moi. La crise cardiaque de Bernard a été foudroyante. En quelques heures, l'homme qui avait tout planifié était mort sans avoir révisé son testament, sans avoir parlé à ses enfants, sans avoir mis en ordre les conséquences de son remariage. Mais imaginez qu'il n'en soit pas mort. Imaginez qu'il ait survécu, mais avec des séquelles cognitives. Qui aurait géré la SCI? Qui aurait eu accès aux comptes? Qui aurait pris les décisions patrimoniales à sa place? Sans mandat de protection future, la réponse est implacable. Le juge des tutelles.
Et le juge aurait peut-être nommé Corinne, son épouse en titre, comme tutrice, ce qui aurait mis entre ses mains l'intégralité du contrôle patrimonial que Bernard avait bâti. Le mandat de protection future est un acte notarié par lequel vous désignez aujourd'hui la personne qui prendra les décisions à votre place si vous n'êtes plus en mesure de le faire. Vous choisissez qui, vous définissez les pouvoirs, vous pouvez exclure certaines personnes, vous pouvez imposer des contrôles, par exemple que le mandataire ne puisse pas vendre un bien immobilier sans l'accord d'un conseil de famille. Pour un homme comme Bernard, qui avait une SCI, plusieurs biens, une situation familiale complexe, ce mandat était indispensable. Il aurait dû désigner Nicolas avec des pouvoirs précisément encadrés et des garde-fous pour protéger les intérêts d'Isabelle également. La force ne protège pas de la maladie, le contrôle ne protège pas de l'imprévu. Le seul outil qui protège vraiment, c'est l'anticipation juridique, et elle est à la portée de tout le monde. Bernard Castel avait tout prévu, sauf l'essentiel. Il avait prévu les impôts, il avait prévu les droits de succession, il avait prévu les rendements locatifs et les amortissements comptables. Il n'avait pas prévu que ses enfants avaient besoin de comprendre ce qu'il construisait pour eux. Il n'avait pas prévu que son remariage pouvait être une bombe à retardement s'il n'était pas encadré juridiquement. Il n'avait pas prévu que la froideur, même efficace, laisse des blessures qui se rouvrent le jour de la succession. La transmission de patrimoine n'est pas un problème de chiffres, c'est un problème humain que les chiffres peuvent résoudre ou aggraver, selon qu'on les utilise avec ou sans intelligence émotionnelle. Le régime matrimonial adapté, le testament vivant et honnête, la SCI bien gouvernée, les outils de protection des enfants du premier lit, le mandat de protection future, la conversation familiale qu'on n'a pas encore eue. Ce sont les 6 piliers d'une transmission qui tient debout. Alors voilà ce que je vous demande pour finir. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une réflexion, une inquiétude mise en mots, une information que vous ne connaissiez pas, faites 2 choses. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur ces sujets et laissez un commentaire en me disant quelle leçon vous a le plus touché ou quelles questions vous vous posez sur votre propre situation. Vos commentaires construisent mes prochaines vidéos et votre question est peut-être celle que des centaines d'autres personnes n'osent pas poser. Vous avez travaillé toute votre vie pour construire quelque chose, prenez le temps de choisir comment vous le transmettez. Pas seul, pas dans l'urgence, avec les bons outils et les bonnes personnes autour de vous. À très bientôt.